Bonjour et bienvenue sur ma chaîne d'histoires inspirantes et de motivation. Merci de t'abonner, de liker et de partager. Bon visionnage. Dans les rues impeccables de Westbridge, un quartier où le silence était un luxe et les lumières des porches brillaient avec une arrogance feutrée, vivait un homme que la société avait choisi d'ignorer. Son nom était Arthur Finch, mais pour les habitants pressés, il n'était qu'une ombre. Une silhouette coiffée d'un bonnet usé et enveloppée d'un manteau trop grand, dormant souvent sur un banc public près du parc Oakaven. Arthur n'était pas un homme paresseux, il était cassé. Autrefois architecte prometteur, une série de malheurs, la faillite, une maladie subite, la perte de son logement, l'avaient relégué à la marge. Pourtant, malgré la faim lancinante et le froid mordant qui lui sculptait les os, il conservait dans son cœur une boussole morale inébranlable, un héritage silencieux de sa mère. Un homme est riche non par ce qu'il possède, mais par ce qu'il donne. De l'autre côté de ce même quartier, dans une villa dont les colonnes évoquaient la Rome antique, vivait Héloïse Vance. PDG de Vance Global Tech, elle était la quintessence de la réussite, brillante, impitoyable en affaires, et une philanthrope reconnue. Sa vie était un tourbillon de réunions, de jets privés et de décisions à milliards de dollars. Arthur et Héloïse étaient séparés non seulement par leur compte en banque, mais par des mondes entiers. Ils n'auraient jamais dû se rencontrer. Il était minuit passé. Une humidité glaciale s'était abattue sur Westbridge, voilant les lampadaires d'une aura laiteuse. Arthur était sur son banc habituel, non loin de l'entrée d'une ruelle sombre. Il ne dormait pas. Il écoutait, le sens de l'observation aiguisé par l'instinct de survie. Soudain, le silence précieux fut déchiré par un bruit incongru, le claquement rapide de talons hauts, suivi d'un cri étouffé. Héloïse Vance rentrait tard d'un dîner de gala. Elle avait choisi de marcher les quelques derniers blocs pour s'éclaircir l'esprit. C'était une erreur fatale. Deux ombres, rapides et brutales, s'étaient matérialisées du coin d'une haie. Il voulait son sac à main de créateur et, surtout, les coûteux bijoux qu'elle portait. Elle résista. Dans la lutte, le premier agresseur la poussa violemment contre un mur de briques. La violence du choc la laissa étourdie. Le second, plus grand, sortit alors un couteau dont la lame réfléchissait sinistrement la faible lumière. La scène n'était plus un simple vol, c'était en train de se transformer en une agression sanglante, potentiellement fatale. Arthur n'eut pas à réfléchir. La vue du couteau et le son de la peur pure déchira sa carapace de fatigue. Le souvenir de sa mère, qui lui avait enseigné la bravoure, était plus fort que l'instinct de fuite. Il se leva, prenant le seul objet qui pouvait faire office d'arme, une lourde canne en bois qu'il utilisait pour marcher et parfois se défendre des chiens errants. Avec un rugissement rauque et surprenant pour sa stature frêle, il fonça. « Lâchez-la » cria-t-il, sa voix tremblante mais porteuse d'une autorité oubliée. Les agresseurs, pris par surprise par l'intervention de cette silhouette inattendue, un mendiant, sans doute, hésitèrent. Arthur frappa la canne avec une force désespérée sur le bras du voleur au couteau. L'homme lâcha l'arme avec un juron et, au lieu de continuer le combat risqué, les deux assaillants, profitant de la confusion, s'enfuirent en courant dans la ruelle. Héloïse gisait, à moitié inconsciente, sa tête saignait abondamment de la collision avec le mur. Arthur se pencha sur elle, sa panique éclipsant la douleur de ses propres rhumatismes. « Madame, madame, ouvrez les yeux. » Elle gémit, un filet de sang chaud coulant sur sa tempe. Sa robe de soirée était souillée. Arthur savait qu'il n'avait pas le temps d'appeler la police ou une ambulance. L'ambulance mettrait de précieuses minutes, et il savait, par expérience, que les autorités ne prenaient pas toujours au sérieux l'appel d'un sans-abri. Il devait agir. Il arracha le pan de sa chemise la plus propre, qu'il gardait sous son manteau, et l'appliqua fermement sur la blessure. Il trouva son téléphone, un modèle de luxe brisé par la chute, et composa un numéro d'urgence, mais il n'y avait pas de tonalité. Sans hésitation, Arthur la souleva. Héloïse était lourde, mais l'adrénaline lui donna une force temporaire. Il la porta dans ses bras, traversant la rue comme un père portant son enfant malade.
Il savait où aller, l'hôpital Saint-Jude, à 7 blocs de là. Les gens vus à cette heure tardive détournaient le regard, voyant seulement un clochard tenant une femme riche et blessée. Arthur ignorait les regards de jugement et marchait, chaque pas étant une victoire sur l'épuisement. Quand il arriva enfin aux urgences, ses poumons brûlaient et ses bras tremblaient. AIDEZLA. Réussit-il à halter, déposant Héloïse doucement sur un brancard vacant. Le personnel médical, voyant la femme en vêtements de créateur, réagit immédiatement. Un infirmier se tourna vers Arthur, son expression mêlant suspicion et mépris. « Qui êtes-vous? Que s'est-il passé ?» Arthur, soudain épuisé, se sentit de nouveau invisible. Elle a été agressée. Je l'ai trouvée. Prenez soin d'elle, s'il vous plaît. Il se retourna et, avant que quiconque puisse noter son nom ou son témoignage, il sortit dans la nuit, redevenant l'ombre qu'il avait toujours été. Il ne voulait ni reconnaissance ni pitié, seulement s'assurer qu'elle était en sécurité. 2 semaines plus tard, Héloïse Vance quitta l'hôpital, une cicatrice subtile à peine visible sous ses cheveux sombres, mais une cicatrice beaucoup plus profonde gravée dans son esprit. La vie l'avait attaquée dans son sanctuaire, et c'est un homme qu'elle n'aurait jamais regardé qui l'avait sauvée. La police avait rapidement retrouvé la scène, le sang, le témoignage confus d'un voisin. Ils avaient conclu à une tentative de vol. Mais l'infirmier de nuit se souvenait de l'homme, grand, mince, avec un bonnet et des yeux d'une étrange noblesse. Il se souvenait qu'il avait dit « Je l'ai trouvée » alors qu'il avait visiblement couru avec elle. Héloïse, obsédée par la dette qu'elle avait envers cet inconnu, commença une recherche. Elle utilisa toutes les ressources de son empire technologique pour retrouver l'homme qui avait risqué sa vie. Elle fit circuler sa description dans les refuges, dans les commissariats, et même auprès de ses propres agents de sécurité. Quelques jours plus tard, un appel arriva, un agent de sécurité d'un parc avait reconnu la description. L'homme, Arthur Finch, était connu pour sa discrétion et pour ne causer aucun problème. Un matin froid, Héloïse, vêtue d'un simple tailleur-pantalon, s'approcha du banc d'Arthur. Il était en train de lire un vieux livre de poésie. « Arthur Finch », dit-elle doucement. Il leva les yeux, ses traits marqués par la vie s'éclaircirent un instant. Il la reconnut immédiatement. « Madame Vance, je suis heureux que vous alliez bien. » Le ton d'Arthur n'était ni mendiant ni désespéré, il était digne. C'est cela qui frappa Héloïse. « Heureux, Arthur, vous m'avez sauvé la vie. C'est à peine si je peux trouver les mots. Pourquoi êtes-vous parti? J'ai vu que vous étiez en sécurité. C'était tout ce qui comptait, madame. » Il fit une pause. « Je ne voulais pas que ma situation complique les choses. » Héloïse s'assit à côté de lui. Elle ne lui offrit pas d'argent immédiatement, elle lui offrit le respect. Elle lui demanda son histoire. Il lui parla, avec humilité, de sa carrière d'architecte effondrée. « Arthur, je ne vous offrirai jamais assez pour ce que vous avez fait. Mais j'aimerais vous donner une chance de reconstruire la vie que vous avez risquée pour moi. » Elle sortit une carte de visite, celle en métal brossé qu'elle ne donnait qu'aux partenaires stratégiques. « Mon entreprise, Vance Global Tech, construit actuellement un nouveau siège social. Nous avons besoin d'un esprit comme le vôtre, d'un homme qui sait construire et qui comprend la valeur. Venez me voir demain matin à 9 h. Nous ne parlerons pas d'une aumône, mais d'un emploi. » Le lendemain, Arthur Finch se présenta au siège de Vance Global Tech, vêtu d'un costume propre prêté par un refuge. Il était nerveux, mais sa poignée de main était ferme. Héloïse Vance ne l'a pas oublié. Elle lui donna le titre de consultant en planification stratégique pour les projets immobiliers. Un titre qui exploitait son expertise passée sans l'humiliation d'un entretien d'embauche classique ou de questions sur son passé récent. Il ne s'agissait pas de pitié, mais d'une réciprocité méritée. Arthur excella. Son sens du détail, sa rigueur d'ancien architecte et sa nouvelle perspective sur la fragilité de la vie le rendaient inestimable. Il ne tenait pas son poste pour acquis, il le vénérait. Il trouva un appartement simple mais digne, il se lava des années de poussière de la rue et, lentement,
le regard d'Arthur Finch devint celui d'un homme qui se souvenait de sa propre valeur. L'histoire d'Arthur et d'Héloïse devint une légende interne chez Vance Global Tech, non pas comme une histoire de charité, mais comme un rappel constant que l'héroïsme peut être trouvé dans les endroits les plus inattendus, et que la valeur d'un individu ne se mesure pas à ses biens, mais à la force de son cœur. Héloïse Vance avait sauvé une entreprise, Arthur Finch lui avait sauvé la vie. En retour, elle lui avait sauvé son âme. Le bienfait initial d'Arthur, un acte pur, désintéressé, risquant tout, avait créé une onde de choc de rédemption. Il avait prouvé que la vraie richesse, la seule qui compte au moment crucial, est l'humanité, et que lorsque cette humanité est récompensée, elle peut changer de vie à la fois, celle qui reçoit le bienfait, et celle qui l'a donné. Un homme est riche non par ce qu'il possède, mais par ce qu'il donne. Astérisque. Quelques jours après avoir quitté l'hôpital, le visage encore pâle mais la détermination inébranlable, Héloïse se rendit au commissariat central de Saint-Jude. Assise face à l'inspecteur Dubois, un homme d'une cinquantaine d'années à l'allure méthodique, elle déposa formellement plainte. L'agression n'était plus un cauchemar flou, c'était un dossier, une série de faits à examiner. L'enquête démarra immédiatement. C'est là que l'aide d'Arthur devint cruciale. Héloïse le fit venir à son bureau pour revoir les photos de la scène que la police lui avait fournie. Arthur, le regard vif malgré les années passées dans la rue, pointa un détail que les officiers avaient manqué, regardez ces traces de pneus dans la terre, juste derrière la haie. Et ça, sa canne pointa une zone floue. C'est la semelle d'une chaussure de travail spécifique, celle qu'on voit sur les chantiers. Et la façon dont la lumière est tombée, une petite marque sur la canne du second agresseur. Il avait un mouvement particulier en se penchant, il n'était pas un simple voyou. Ces indices, couplés au réseau de surveillance de la ville activé par Héloïse, permirent à la police d'identifier rapidement deux suspects, Marco et Salim, deux hommes connus pour des petits larcins et des emplois de journaliers sur des chantiers. Le suspense monta d'un cran. Pendant 2 jours et 2 nuits, une équipe de police en filature observa les suspects. La nuit tombée, dans une ruelle déserte près d'un entrepôt abandonné, l'inspecteur Dubois décida d'agir. L'action fut brutale et rapide. Alors que Marco et Salim sortaient d'un bar miteux, la ruelle s'illumina soudain d'une lumière aveuglante. Des gyrophares bleus et rouges éclatèrent, brisant le silence de la nuit. 3 véhicules banalisés bloquèrent les 2 extrémités de la rue. Des officiers de l'unité d'intervention, vêtus de gilets pare-balles, sortirent en trombe. Police, ne bougez pas, main sur la tête, hurla l'inspecteur Dubois. Salim tenta de prendre la fuite, mais fut plaqué au sol avec une efficacité chirurgicale par un officier. Marco, plus résistant, tenta de frapper, mais fut maîtrisé en quelques secondes. Le cliquetis sec des menottes scella le sort de ceux qui avaient cru pouvoir s'en prendre impunément à Héloïse. Quelques semaines plus tard, l'affaire arriva devant la cour de justice. L'ambiance était solennelle. Héloïse était assise sur le banc des victimes, vêtue d'un tailleur noir sobre, son témoignage était empreint de dignité. Arthur, propre sur lui et discret, était assis au dernier rang du public, observant. Le procès fut rapide, les preuves étaient accablantes, l'identification par Arthur, les traces laissées sur la scène et les aveux partiels des accusés. Lorsque la juge prononça le verdict, coupable, un souffle de soulagement traversa l'audience. Les 2 hommes furent condamnés à de lourdes peines de prison pour agression avec préméditation. À la sortie, le visage d'Héloïse affichait une gravité mêlée de paix. La justice était faite. En croisant Arthur, elle lui adressa un regard profond, bien plus éloquent que n'importe quel discours. Il avait sauvé sa vie, puis il avait contribué à faire triompher la justice. C'était la preuve que la valeur d'un homme ne réside pas dans son statut, mais dans son courage et son cœur. Leur relation commença par une dette de vie et se mua rapidement en une complicité professionnelle. Arthur, désormais consultant respecté chez Vance Global Tech, retrouvait une dignité qu'il croyait perdue. Héloïse, quant à elle, s'épanouissait à ses côtés,
trouvant dans son calme, sa profondeur et son jugement affûté un contrepoids à la frénésie du monde des affaires. La séduction silencieuse. La séduction entre eux fut un lent et doux murmure, loin des clichés flamboyants. Elle se nichait dans les pauses café prolongées où Arthur partageait des fragments de poésie ancienne, et Héloïse racontait avec passion les défis de l'architecture durable. Un soir, alors qu'il travaillait tard sur les plans d'un nouveau gratte-ciel, une panne de courant plongea le bureau dans l'obscurité. Au lieu de paniquer, Héloïse alluma une petite lampe torche. Arthur, le visage éclairé par la lueur vacillante, récita de mémoire un poème d'un architecte romain sur l'importance de la lumière. Héloïse se sentit désarmée par la beauté de l'instant. Ce fut le premier véritable échange au-delà du professionnel, un moment où la PDG et l'ancien sans-abri s'effacèrent pour laisser place à un homme et une femme qui se découvraient. Leurs premiers rendez-vous n'eurent pas lieu dans des restaurants étoilés, mais dans le petit parc où ils s'étaient rencontrés. Héloïse, souvent vêtue simplement, se sentait plus elle-même à écouter les réflexions d'Arthur sur la nature humaine que dans les dîners d'affaires. Arthur la voyait comme la seule personne qui regardait au-delà de sa fortune, droit dans son âme. La montée de la confiance. L'amour s'installa lorsque la confiance devint totale. Pour Héloïse, c'était la certitude qu'Arthur l'aimait non pour son pouvoir, mais pour la femme qu'elle était. Pour Arthur, c'était la réalisation qu'il n'était plus jugé par son passé, mais célébré pour son présent. Héloïse lui confia ses plus grandes peurs, la solitude au sommet, le poids des décisions, et la cicatrice invisible laissée par l'agression. Arthur lui raconta sans phare son effondrement, la honte, et la résilience qu'il avait trouvée dans la poésie et l'observation de la rue. Ces confessions les soudèrent d'une manière indéfectible. Ils n'étaient pas deux moitiés qui se complétaient, mais deux êtres complets qui se renforçaient mutuellement. Un jour, Héloïse lui offrit une ancienne édition illustrée de l'architecture de Vitruve. Arthur, touché aux larmes, comprit qu'elle reconnaissait non seulement l'homme qu'il était, mais aussi l'architecte qu'il n'avait jamais cessé d'être. Quelques mois plus tard, au sommet du tout premier gratte-ciel que Vance Global Tech avait construit après son agression, le symbole de leur nouveau départ, Arthur fit sa demande. Il ne s'agenouilla pas, car cela lui semblait trop théâtral. Il la regarda simplement, tenant sa main, et lui dit : « Héloïse, vous m'avez donné ma vie. J'aimerais que vous me fassiez l'honneur de la partager. Ensemble, nous avons prouvé que l'on peut reconstruire les fondations, qu'elles soient en béton ou en espoir. Voulez-vous bâtir notre vie sur elles ? » Héloïse, les larmes aux yeux, répondit simplement : « Oui. Il n'y a personne d'autre avec qui je préférerais construire. » Le mariage fut simple et élégant, loin des regards des médias. Il eut lieu dans le parc, sous le même arbre majestueux où Arthur avait l'habitude de lire. Il n'y avait que quelques invités, l'inspecteur Dubois, l'agent de sécurité du parc, et une poignée de collègues et d'amis proches. Héloïse, radieux, porta une robe de soie simple. Arthur, dans un costume fait sur mesure, avait l'air d'un roi revenu d'exil. Lors de l'échange des vœux, Arthur lui promit de toujours la voir pour la femme forte et vulnérable qu'elle était, et non pour la PDG. Héloïse lui promit de toujours se souvenir que la plus grande architecture de sa vie était le cœur qu'il lui avait offert. Héloïse et Arthur vécurent heureux. Leur union était un symbole puissant, l'argent et le pouvoir avaient rencontré l'humilité et la sagesse. Ensemble, ils devinrent un couple d'influence unique, utilisant la fortune d'Héloïse et le pragmatisme d'Arthur pour financer des refuges pour sans-abri basés sur des designs architecturaux qui favorisaient la dignité humaine. Ils voyageaient souvent, revenant toujours à ce banc du parc, leur lieu de pèlerinage. Arthur ne récita plus jamais ses poèmes seul. Héloïse était toujours à ses côtés, le regardant avec un amour et une confiance inépuisables. Ils avaient trouvé le bonheur dans la certitude que leur amour était la plus belle des constructions qu'ils auraient jamais réalisées. Le poème dans l'ombre, Fondation et lumière, récité par Arthur à Héloïse, lors d'un moment intime, où l'ombre fut ma rue, où tout s'est effondré, mon cœur n'était qu'un plan, brisé, non achevé. Vous êtes venue, Héloïse, sans clameur ni éclat,
Et l'architecte en moi s'est réveillé de l'oubli. Vous n'avez pas craint l'humus, ni la vieille misère, vous avez vu l'acier pur sous la poussière. De mon chaos passé, vous fîtes la fondation pour bâtir notre présent, sans condition. Quand la lumière fuit, que le monde s'éteint, je sais, à votre souffle, que l'espoir est certain. Car le plus beau des ciels, ce n'est pas l'or des toits, c'est cette douce lumière qui émane de vous. Mon amour, mon refuge, ma plus belle œuvre. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Abonne-toi, like et partage.